Aujourd'hui, nous allons parler de vos histoires. Des histoires paranormales de fantômes, de rencontres avec des personnes de l'au-delà, des photos et des coïncidences assez étranges. Lançons-nous maintenant dans cette vidéo extrêmement mystérieuse. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur vos histoires paranormales. J'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que c'est rare quand même, moi je parle d'histoires etc. Mais je vous inclus pas trop dans la chose. Là au moins, on est ensemble, on partage des choses, on discute et voilà, je suis trop heureuse de pouvoir parler de vous aujourd'hui. Bon, j'ai pas su parler de toutes vos histoires parce que j'en ai choisi 4, c'est pas forcément... que je n'ai pas aimé votre histoire si je ne l'ai pas prise, c'est simplement que je devais faire un choix, j'en ai pris 4, simplement parce que c'était les histoires où j'avais le plus de contact avec les personnes qui m'ont le plus détaillé la chose, voilà, tout simplement. Mais je vais sans doute faire une seconde vidéo avec vos histoires, d'ailleurs si vous en avez, n'hésitez pas à me les écrire n'importe où, par mail, en commentaire. Bon, en commentaire, j'ai peur de ne pas les voir, mais que ce soit sur Instagram, sur ma page Facebook, envoyez-moi tout ce que vous avez vécu dans vos vies, je fais un petit dossier, et puis comme ça, après, je peux faire une vidéo sur vos histoires, une deuxième, une troisième, une quatrième, ça dépend si vous aimez. Bref, avant de commencer la vidéo, comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon compte YouTube si vous voulez faire un don pour la chaîne. Bon, maintenant, lançons-nous dans la vidéo. La première histoire, c'est celle de Cyrielle Quirion. Désolée si j'écorche ton prénom ou ton nom de famille. Donc c'est une histoire qu'on m'a laissée en commentaire et que j'ai trouvée. Ici, on va parler d'une coïncidence assez étrange d'un enfant qui dit des choses assez étranges. Donc voilà, l'histoire est assez courte, mais je la trouvais très intéressante. Cyrielle explique que son plus jeune petit frère est né le 2 avril 2005, le jour où le pape Jean-Paul II est mort. Elle précise même qu'il est né dans l'heure qui a suivi son décès. 2 ou 3 ans plus tard, un court reportage en hommage à Jean-Paul II est passé à la télé pendant le journal. La famille de Cyrielle regardait assez souvent la télé en famille, donc rien d'exceptionnel ce jour-là. Sauf que d'un coup, quelque chose d'assez étrange va se passer. À un moment, son petit frère, qui à ce moment-là a 3 ans, va être d'un coup très attentif au journal quand il va entendre la voix du pape Jean-Paul II et qu'il va ensuite voir son visage dans le reportage. À ce moment-là, le petit garçon va faire un énorme coucou à la télé et dira à sa maman qu'il connaissait très bien ce monsieur et qu'il lui avait même parlé. Je précise que Cyrielle avait une famille, catholique mais non pratiquant, donc je pense que voilà, comme beaucoup de familles ici en France, en tout cas en Europe, ça arrive, on n'est pas forcément très pratiquant, pas au point d'aller à l'église tous les dimanches, mais il y a beaucoup de familles qui ont des croyances, donc rien de très fou au final. Cyrielle explique que quelques temps plus tard, sa maman va raconter ce qui s'est passé pendant un repas de famille et la grand-mère de Cyrielle va alors s'exclamer en disant que son petit frère et le pape Jean-Paul II se sont sans doute croisés dans l'au-delà. Aujourd'hui encore, Cyrielle et sa famille ne trouvent pas d'autres explications. Voilà, cette histoire est assez courte, mais franchement, très étrange. Je vois pas pourquoi son petit frère de 3 ans seulement aurait dit ça. Après, il peut avoir pensé que le visage de Jean-Paul II était le visage d'un autre homme. C'est vrai qu'à 3 ans, peut-être on n'est pas très physionomiste. Et il a pu penser que c'était quelqu'un qu'il avait croisé, peut-être à la crèche ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste assez étrange. Surtout que la coïncidence qu'il soit né l'heure après la mort de Jean-Paul II et que ce grand coucou, la façon de le reconnaître, se soit passé justement avec ce Jean-Paul II en question, ça aussi, ça reste étrange. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et vos théories, ça m'intéresse toujours. La deuxième histoire est celle de Camille, elle est un petit peu plus longue quand même et j'avais très envie de vous la raconter en jeu. Camille a fait un très beau récit, très touchant et je pense que le lire en jeu sera beaucoup plus immersif pour vous. Je me présente et je m'appelle Camille. Je n'étais pas une fille qui avait confiance en moi en étant ado. On se moquait souvent de mon métissage et mes origines. Je n'ai donc jamais eu de copain et j'en étais vraiment attristée.
C'est à mes 21 ans que j'ai changé une amitié avec un garçon que l'on appellera Mathis en amour. Peu à peu, l'amitié se transformait en flirt, à mon grand plaisir. Avoir un petit ami, c'était mon rêve. On riait ensemble, nous nous taquinions. J'avais pour habitude de lui voler sa bague et sa montre. Une bague en argent pour homme, bien trop grande pour moi. Un jour, malheureusement, nous nous sommes disputés. Ce jour-là, je ne voulais plus avoir à le voir, histoire de bouder un peu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la Fnac à lire un manga de dos. Et je suis partie, trop énervée. Cependant, au bout de 2 jours, j'ai craqué et j'ai envoyé des messages. Pas de réponse. J'ai demandé à mes amis qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de nouvelles non plus. J'étais très inquiète, je l'appelais et je le bombardais de messages. J'ai finalement appris par ma sœur, qui travaillait à la mairie, que Mathis s'était suicidé sous un train, et ce, depuis 2 jours. Mon monde s'écroulait. Surtout que je n'avais pas réussi à parler outre mon énervement. Je n'avais plus que sa montre et sa bague à présent. C'est de cette bague dont il est question. Je ne voulais pas m'en séparer, comme une relique que je portais toujours. Un jour, malheureusement, je l'ai perdue. Elle était trop grande, comme je le disais. En panique, je l'ai cherchée durant 3 jours, sans résultat. Le 4e jour, j'étais résignée. Comme chaque matin, j'ouvre mon armoire pour m'habiller, donc un endroit que je regarde tous les jours. Et ce matin-là, quelle ne fut pas ma surprise de retrouver ma bague posée sur le rebord de mon armoire, devant mes t-shirts en évidence. Je vais de ce pas remercier ma mère de l'avoir retrouvée, mais elle me dit que ce n'est pas elle. Et comme elle sait que cette histoire est très douloureuse pour moi, elle ne mentirait pas, comme le reste de ma famille. Personne ne l'avait déposée ici. Dubitative, je me dis simplement que je ne l'avais sans doute pas vue. Parfois, les choses sont devant notre nez et on ne les voit pas. Je laisse donc passer. Plusieurs mois plus tard, il neige. Je prends le train avec un ami et en rentrant, nous improvisons une bataille de boules de neige entre les voitures du parking. Ce fut la seconde fois que je perdais ma bague. Je ne l'ai remarqué qu'en rentrant chez moi, la nuit tombée. Totalement choquée et attristée, je retourne au parking, devenu vide. Plus de voiture et impossible de la retrouver entre les marques de roues, de pas et de la neige qui continue de tomber. Chaque jour, je ratisse le parking, sans résultat. Plus d'une semaine après, alors qu'une fois de plus, je me résigne à la disparition de mon bien, je passe entre les voitures du parking pour rentrer. La neige m'arrive jusqu'aux chevilles. Et quelle ne fut pas ma surprise de retrouver ma bague posée sur la neige, délicatement. Pour moi, cette fois, ce n'est pas une coïncidence. Pour moi, il est clair que c'est Mathis qui veille sur moi. Peut-être que personne n'y croit et que cette affaire paraît simplement étrange, mais je ne crois pas à cette coïncidence. Comment une bague peut être posée entre des roues de 2 voitures lambda sur la neige? De plus, je ne prenais jamais le même chemin dans le parking. Pour moi, c'est trop fou pour être vrai. Voilà, cette histoire est, je pense, celle qui m'a le plus touchée. Vraiment, ça m'a rendu très très triste. Déjà, la mise en contexte, ce petit copain qui décède, et surtout ce qui se passe après avec cette bague qui est clairement le signe de ce petit copain qui est, comme elle l'explique très bien dans son récit, la relique qu'elle porte sur elle comme en hommage à Mathis qui est décédé. Donc voilà, moi en tout cas, j'y crois, je crois. Ouais, je crois qu'il y a moyen que ça puisse être possible, être vrai. J'aime bien croire que les proches décédés veillent toujours sur nous. Donc voilà, j'espère que c'est réellement Mathis qui était là et qui lui faisait des petits signes. Encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, tout en respectant Camille qui s'est gentiment confiée à nous. La 3e histoire est celle de Luc. En fait, c'est une personne anonyme qu'on va appeler Luc. Luc, il a 39 ans, il habite au Québec et on a parlé un petit peu sur Instagram et il lui arrive beaucoup de choses paranormales chez lui, c'est vraiment dingue et un peu dans sa vie. Il m'a même envoyé des vidéos, une vidéo en particulier d'un balai qui ne tombait pas et qui restait comme ça immobile. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs de fou qui se passent chez lui. Et il m'a écrit 3 histoires qui lui sont arrivées, des histoires assez grosses, des choses que je peux vous raconter qui vous plongent un petit peu dans une histoire et qui ne sont pas de l'ordre d'une anecdote. Dans ces 3 histoires, j'en ai choisi une pour cette première vidéo. Si je fais une suite, évidemment, je vous raconterai les 2 autres qui sont tout aussi folles. Mais voilà, j'ai choisi la première qui me paraissait déjà très très bien. Alors cette histoire se passe en 1988 quand Luc avait 6 ans. Ce jour-là, le papa de Luc l'avait emmené patiner, mais à un moment, Luc va tomber et sa tête va cogner sur la glace. Le coup a été si fort qu'il a perdu connaissance. À ce moment-là, Luc explique avoir vu son propre corps sur la glace. Il a vu aussi ses frères qui continuaient à patiner sans voir que Luc était tombé. Il se rappelle aussi avoir vu
un garçon à côté de lui et ce garçon, il avait les cheveux bruns avec des reflets roux comme les siens et les mêmes yeux que lui. Il se rappelle aussi que ce jeune garçon avait la peau très pâle. À un moment, Luc a vu ce garçon lui prendre la main en souriant et Luc lui a souri en retour. C'était un moment assez calme et serein alors que réellement, en fait, le père de Luc arrêtait pas de le secouer, de lui dire d'ouvrir les yeux tout en le giflant. Donc voilà, dans la vraie vie, c'était pas du tout un moment aussi serein, mais Luc, lui, a ressenti ça comme quelque chose de très paisible. À un moment, le garçon qui était en train de lui sourire s'est mis à lui parler et ça, Luc explique qu'il s'en souviendra toute sa vie. Ce petit garçon va alors lui dire « Luc, tu sais que tu n'es pas au bon endroit » et lui dira ensuite « Peux-tu faire passer un message à maman et papa de ma part ? Dis-leur que Théo est toujours là et qu'il les observe. Dis-leur que je les aime et ne t'en fais pas, un jour les gens comprendront qui tu es. » Après ça, Luc va se réveiller, mais il se sentait extrêmement fatigué. Son père l'a alors pris dans ses bras, mais Luc n'a trouvé qu'une seule chose à dire. Il lui a demandé qui était Théo. Son père s'est alors figé et a refusé de lui répondre. Arrivé à la maison, Luc est allé voir sa maman et lui a posé la même question. Elle s'est figée elle aussi et lui a demandé où il avait entendu ce nom. Luc lui a alors juste répondu que Théo voulait qu'il lui dise qu'il les aimait et qu'il était toujours là. La maman s'est alors mise à pleurer et a pris Luc dans ses bras. À ce moment-là, Luc ne comprenait rien et un peu plus tard, il a appris que Théo était censé être son grand frère mais qui était décédé à la naissance. Aussi, rappelez-vous, ce petit garçon qui était censé être Théo avait dit à Luc « Ne t'inquiète pas, un jour les gens comprendront qui tu es ». Eh bien, Luc a récemment fait sa transition. Donc à la base, Luc avait un corps de femme et donc maintenant, il a un corps d'homme. Il est devenu un homme, il ne se sentait pas bien dans son corps de femme. Donc voilà, à mon avis, c'était à ça que Théo pensait. Il voulait tout simplement calmer Luc et le rassurer en lui disant qu'il ne devra pas subir toute sa vie dans un corps qu'il ne supporte pas ou en tout cas qui n'est pas réellement le sien. Cette histoire, je la trouve vraiment folle, surtout que Luc voilà, a l'air de quelqu'un très ouvert d'esprit et quelqu'un qui attire ce genre de phénomènes paranormaux, vu tout ce qui se passe encore chez lui en ce moment. Il a beaucoup d'histoires à raconter. Je pense que je pourrais faire une vidéo complète avec tout ce qu'il a à dire. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si là aussi vous y croyez, si qu'est-ce que vous pensez de tout ça, si vous avez d'autres explications. Luc n'en a jamais parlé à personne de ces histoires. Il m'a donc demandé de parler en anonyme de lui. Soyez respectueux. D'ailleurs, pour toutes les histoires, soyez respectueux. C'est super important. C'est important. Ces gens se confient à nous. Et donc, même si vous y croyez pas, s'il vous plaît, restez respectueux. Je vais donc passer maintenant à la 4e et dernière histoire qui est celle de Chris. Chris est donc une femme qui m'a envoyé une photo très étrange qui date d'il y a quelques années. Cette histoire se passe en 2006 en région parisienne. Chris, à cette époque, habite encore chez ses parents et ce jour-là, il faisait très beau et ses parents lui ont donné l'autorisation de faire un barbecue dans le jardin avec ses amis. Elle explique qu'avec ses amis, il s'amusait à se prendre en photo avec des petits appareils numériques, bref, rien de spécial à signaler. La soirée passe et certains restent même dormir en tente dans le jardin des parents de Chris. Chris, elle, décide de ne pas dormir tout de suite et elle regarde les photos qu'elle et ses amis ont prises dans la soirée. À un moment, elle se rend compte qu'une photo est vraiment très étrange. Et déjà, elle se rend compte qu'une lumière étrange la traverse. Mais après ça, elle remarque qu'un visage sur le côté droit de son ventre apparaît. À ce moment-là, vous pouvez imaginer que Chris a eu tellement peur, c'était tellement étrange qu'elle a voulu réveiller ses amis pour en parler. Mais bon, elle a décidé de se rendormir comme elle pouvait et d'en parler le lendemain à ses amis. Quand ses amis ont vu la photo, ils ont directement aperçu le visage et ils ont dit que ça ressemblait à une femme qui sourit avec un foulard et un nez assez long. À ce moment-là, tout le monde semblait assez perplexe, mais là, le home cinéma et la chaîne Hi-Fi de la maison se mettent en route au volume maximal. Donc là, ça surprend tout le monde et évidemment, ça fait très peur. Chris explique que ce genre de bug avec sa chaîne Hi-Fi et ses haut-parleurs lui sont encore arrivés plusieurs fois. Mais ce n'est pas tout. Après qu'elle ait pris la photo, Chris a commencé à sentir une odeur étrange dans la maison, odeur qu'elle n'avait jamais sentie auparavant. Quelques années plus tard, Chris va emménager avec son copain, mais elle explique que cette entité l'a suivi jusque dans sa nouvelle maison.
En fait, elle explique que même dans sa nouvelle maison, elle continuait à sentir les odeurs étranges et ses haut-parleurs continuaient à bugger en se lançant au volume maximal. Elle a décidé d'en parler à une amie à elle qui avait des dons de passeuse d'âme et cette amie a expliqué à Chris qu'elle sentait que cette entité n'était peut-être pas si gentille que ça. Donc cette amie passeuse d'âme a comme libéré Chris de son entité et après ça, Chris a senti qu'elle était réellement partie. Mais elle se sentait très vide. En fait, c'est comme si cette entité lui manquait. Chris, elle a commencé à se sentir seule, à se sentir vide, comme si quelque chose lui manquait. Elle expliquera aussi que cette sensation de vide a duré un certain temps, mais elle s'est estompée avec le temps. Et maintenant, Chris va très bien. Elle ne sent plus ce manque, elle ne sent plus cette entité. C'est vraiment de l'histoire ancienne. Cette histoire aussi est vraiment très perturbante, surtout que je me dis si cette entité n'était pas forcément sympathique, je comprends pas pourquoi Chris a cette sensation de manque, ou est-ce que simplement son ami pensait que c'était une mauvaise entité alors que cette entité lui voulait du bien. J'ai déjà entendu que des entités peuvent être comme méchantes, mais avoir comme son petit protégé sur Terre et juste tout faire pour protéger cette personne. Peut-être qu'on est dans ce cas-là. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo sur vos histoires étranges. J'espère que vous avez aimé. Si jamais vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à mettre des petits likes, ça fait plaisir et comme ça je saurai que ça vous a plu. Aussi dites-le en commentaire si jamais vous voulez d'autres choses. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des histoires paranormales si vous en avez vécu et si vous voulez pas dévoiler votre nom, n'hésitez pas, vous me dites que vous voulez rester anonyme, je respecte ça évidemment. Et voilà, sinon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!